Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19 h. Ce soir, l'intégration à la française ne fait-elle plus rêver ? Des procédures trop longues, des taux d'acceptation trop faibles, un marché de l'emploi saturé. Pour toutes ces raisons, la France ne serait plus très attractive sur le marché de l'immigration, au point d'être descendue au 4e rang des pays d'accueil en Europe. Les migrants d'aujourd'hui lui préfèrent l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Mais où est donc passée la France, se demandait il y a quelques jours Jacques Attali sur son blog de l'Express. Pour l'essayiste, si les migrants choisissent d'autres pays avant le nôtre, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas bien accueillis en France. Cette attitude frileuse, écrit-il encore, n'est pas seulement celle des dirigeants, elle est celle du pays presque entier. Bref, la France aurait perdu une partie de son âme en oubliant qu'elle fut une terre d'asile, capable de recevoir ses immigrés et de les fondre dans le moule républicain. Mais ce modèle d'intégration, si décrié aujourd'hui du fait de ses prétendus échecs, a-t-il vraiment existé? Et l'intégration à la française ne fait-elle plus rêver? C'est notre sujet du jour. Et pour discuter de cette très large question que nous ne réussirons pas à épuiser ce soir, 4 invités. Virginie Guiraudon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po, et vous travaillez sur les questions d'immigration et de politique comparée sur ces politiques migratoires. Pour discuter avec vous ce soir, Sidi Magassa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur de l'association Attention Chantier, qui est une association parisienne et qui, parmi ses très nombreuses activités, festivals notamment, coordonne une radio, la radio des foyers. Ce sont des émissions qui sont faites avec des résidents de foyers de migrants. Vous participez d'ailleurs régulièrement à ces émissions. Je précise que vous êtes malien, que vous êtes en France. Je suis malien. Voilà, vous êtes en France depuis 2009 et vous avez des papiers. Vous avez été régularisé il y a seulement quelques mois. Ouais. Troisième invité, Bakary Sako, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste associatif français, issu d'un quartier populaire, d'origine africaine et de confession musulmane. Si je vous présente de cette manière, c'est parce que c'est la façon que vous avez choisi de vous présenter dans le livre que vous publierez le 10 octobre prochain aux éditions Face Cachée, livre intitulé Je suis, dans lequel vous racontez à la fois votre parcours et surtout vos réflexions sur la place notamment des Noirs français dans la société française. Ces éditions Face Cachée, c'est un des projets développés par votre association, l'IDée. L'IDée, c'est un acronyme pour Laboratoire d'initiatives durables, d'expérimentation et d'économie solidaire. 4e invité, il y a du monde ce soir. Madeleine de Gessé, bonsoir. Bonsoir. Déléguée nationale des Républicains, vous y êtes en charge des programmes de formation. Vous êtes par ailleurs porte-parole du mouvement Sens commun, qui est issu de la Manif pour tous. Et vous avez publié début septembre dans le Figaro, c'est ce qui nous a donné envie de vous inviter, une tribune dans laquelle vous vous interrogiez notamment, il y avait beaucoup de choses, mais sur la notion d'accueil. Vous disiez, c'est pas seulement laisser entrer, mais c'est aussi intégrer l'accueil. Et puis, une 5e invitée, puisque vous savez qu'aujourd'hui, sur France Culture, c'est la radio dessinée. On est en partenariat avec un colloque sur le dessin de presse dans tous ses états. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Louison. Bonsoir Louison. Bonsoir. Que les auditrices et les auditeurs de France Culture connaissent bien, puisque vous avez passé quasiment la saison dernière aux côtés de Marc Voinchet dans les matins. C'était une fois par semaine, si mes souvenirs sont bons. Alors là, je vous rappelle la question du soir, parce que j'ai beaucoup parlé depuis les présentations de chacun. Le modèle d'intégration à la française, l'intégration à la française ne fait-elle plus rêver? Il faut peut-être d'abord se demander si la France fait encore rêver. Sidi Magassa, donc vous êtes venu en France en 2009, il y a 6 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en France et pas, je sais pas, en Allemagne, en Italie ou en Espagne? Tout d'abord parce que je suis grandi avec culture française. Quand je dis je suis grandi avec culture française, parce que je suis né à la colonie française. Donc langue officielle du Mali, c'est français. Donc c'est une langue que je suis grandi avec, même si je n'étais pas loin à l'école. Donc c'est une langue que je maîtrise tout petit peu par rapport aux d'autres pays. Donc c'était assez naturel finalement pour vous de venir en France. Donc, on va parler beaucoup ce soir d'accueil, parce que l'accueil c'est la première, en tout cas l'accueil au moment de l'arrivée. Est-ce que vous considérez que vous avez bien été accueilli, ou est-ce qu'au contraire ça a été plus compliqué que vous l'imaginiez? C'était plus compliqué que j'imaginais, parce que en fait les sentiments que j'avais pour la France, en arrivant sur place, je n'ai pas trouvé France et si ouvert comme j'attendais.
Donc, la droit de l'homme et liberté que j'ai entendu avant d'arriver ici. Donc, je trouvais pas tout cela parce que il y avait un moment, je me sentais pas égaux aux autres parce que j'étais sans papier, je n'avais aucun droit et je n'ai même circulé dans la ville, j'avais peur. Et surtout quand je voyais les policiers, toujours il y avait un effraie. Donc moi j'ai dit les valeurs qu'on cite de la France, qu'on peut même pas libre de circuler. Donc moi j'étais un peu choqué par rapport à ça, quoi. Donc un accueil en deçà de ce que vous espériez. Madeleine de Gessé, si je vous ai bien lu, vous n'êtes pas loin de partager ce point de vue. En tout cas, s'agissant de la façon dont on accueille aujourd'hui, ou dont on n'accueille pas d'ailleurs, les réfugiés, notamment ceux qui fuient la guerre en Syrie, puisque vous écrivez, nous considérons ces arrivées avec un mélange de suspicion et d'anxiété. Vous évoquez des jugements hâtifs qui dépouillent ces réfugiés de toute dignité. Est-ce que la France ne sait plus accueillir les immigrés ? Alors là, je parlais des réfugiés et notamment de la confusion dans les termes qu'on peut observer au quotidien. C'est-à-dire, on mélange sans aucune distinction les termes de réfugiés, de migrants économiques et parfois même de descendants d'immigrés ou de délinquants. Ce qui évidemment n'aide pas à un débat apaisé sur ces questions et n'aide pas à établir des différences entre ces différentes arrivées justement. Bakary Sako, vous n'êtes pas dans la position d'avoir dû être accueilli en France, puisque vous y êtes né. Vous êtes né à Paris. L'association que vous avez montée, je crois, est d'ailleurs basée également à Paris. Mais dans votre livre Je suis, vous évoquez à un moment ces super-héros. Vous parlez de super-héros pour parler des parents ou des grands-parents, enfin de tous ces gens qui ont quitté leurs amis, leur village pour offrir un avenir plus sûr à leurs enfants. Vous dites même, ça m'a beaucoup frappé cette phrase, ils ont également laissé derrière eux le confort de leur culture. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi vos parents ont choisi de venir en France, sachant que vous êtes vous aussi originaire, enfin en tout cas vos parents sont originaires du Mali, c'est bien ça? Non, pas du Mali, pas de du la Mali, Mauritanie, du Sénégal. Mais prioritairement, quand mes parents quittent le continent, c'est surtout pour fuir l'insuffisance alimentaire. Donc pouvoir offrir une chance à leurs enfants de s'épanouir dans un pays, auprès d'une nation qui les avait auparavant colonisés. Donc on a la colonisation, on sort de la colonisation, donc on est sur les indépendances, mais l'Afrique est en pleine reconstruction et il y a énormément de difficultés. Et mes parents, eux, quittent un village, même pas la capitale. Et une fois arrivé en France, mon père est seul, donc il travaille, il n'a pas comme ambition de fonder une famille sur le territoire, il n'a pas comme projet de construire sur le territoire, juste la France a besoin de main d'œuvre, alors il répond, il vient, il travaille et il fait vivre sa famille au pays. Mais il se passe le regroupement de Bouygues dans les années 70 et donc là il a la possibilité de faire venir sa femme et là l'idée vient tout naturellement pour la majorité des Africains, c'est que c'est beaucoup plus simple de travailler en France et de subvenir aux besoins de sa famille ici sur le territoire et de l'autre côté du continent, parce que c'était ça aussi le salaire permettait de faire vivre la famille ici, mais aussi la famille au pays. Est-ce qu'il vous a raconté, Bakary Sako, la façon dont il a été accueilli à l'époque en France? Est-ce que ça diffère beaucoup de ce que vient de nous raconter Sidi Magassa? Non, pas du tout. L'histoire se répète. Il y a à peu près 40 ans, on parquait ces immigrés dans des foyers de travailleurs. Et 40 ans plus tard, l'histoire se répète. Donc, mon père vivait dans le 93, donc près d'Aubervilliers, dans un foyer communautaire. Donc, ça veut dire que déjà la politique était allée dans cette logique-là. On mettait les immigrés ensemble. Et quand il y a eu donc la construction des bars dans les banlieues, là, il y a eu une opportunité de sortir un petit peu. Mais c'est pareil, ils se sont retrouvés encore ensemble. Donc, ils étaient d'abord qu'entre hommes, finalement, hommes, femmes et enfants. Donc, par exemple, nos grands frères, ceux qui sont nés dans les débuts des années 70, sont nés au pays et arrivés ici à l'âge de 8, 9, 10 ans. Et l'immigration de l'Afrique de l'Ouest n'est pas la même que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, un Malien, un Sénégalais, un Mauritanien ne vient pas pour les mêmes raisons qu'un Camerounais, un Togolais, qui eux viennent vraiment pour étudier en France. Virginie Guiraudon, est-ce que y a un problème aujourd'hui en France d'accueil des immigrés et est-ce que on peut voir comme effet de ces problèmes d'accueil le fait que les réfugiés aujourd'hui se tournent davantage vers l'Allemagne, je le disais, vers la Suède, vers l'Italie, davantage en tout cas que vers la France. Alors on n'a jamais bien accueilli les réfugiés en France. D'ailleurs, les deux témoignages qu'on vient d'entendre, ce ne sont pas des réfugiés au sens propre. La France a plutôt accueilli des gens issus des anciennes colonies, des gens venus travailler. Pendant longtemps, il y a eu un espèce de système qui associait
on va dire un petit peu d'État, beaucoup d'entreprises et encore plus d'associations pour aider l'accueil au sens de quand on arrive en France, qui va vous aider. Donc c'était association, entreprise et un tout petit peu d'État. Ça fait maintenant depuis que Monsieur Sarkozy est ministre de l'Intérieur, hein, pas président, où on a centralisé cette notion d'accueil qui fait qu'on a une politique d'accueil qui concerne uniquement les primo-arrivants. C'est-à-dire que quand on arrive, vous signez un contrat d'accueil d'intégration, mais il y a malheureusement beaucoup moins d'accueil qu'il y avait, à mon avis, quand je dirais il y a 20 ans ou 30 ans. Et il y avait des assistants sociaux à l'époque. Alors, très paternaliste, je vais pas... L'âge d'or, il n'y a jamais d'âge d'or, mais malgré tout, il y avait quand même des moyens qui étaient donnés pour que les gens, au début, trouvent un petit peu de moyens. Maintenant, c'est uniquement leurs amis, leur famille, leur communauté. Mais en France, comme vous le savez, on n'a pas le droit d'être aidé par sa communauté. On doit uniquement être aidé par, je ne sais pas qui, l'État ou la puissance supérieure. En tout cas, vous diriez, Virginie Guironon, qu'on est plutôt dans une approche court-termiste, c'est-à-dire qu'il y a l'accueil pour les primo-arrivants, mais c'est derrière que ça pêche. Vous partagez ce point de vue, Madeleine de Gessé ? Mais c'est compliqué parce qu'on parle pas des mêmes époques, on parle pas des mêmes contextes économiques, on parle pas non plus. La crise c'est depuis 1974. Hein, très bien, mais on a quand même, il faut tenir compte de, et là on sera sans doute pas d'accord, mais de beaucoup d'échecs d'intégration à l'heure actuelle et du fait que beaucoup de jeunes ne se sentent pas. Ils sont pas immigrés. Hein, je parle justement de ces descendants d'immigrés. Beaucoup parmi eux, et pour des raisons diverses et pour des causes diverses, ne se sentent pas français, ne se sentent pas appartenir. Alors il y a un sentiment d'appartenance à la cité souvent qui est très fort, mais un sentiment d'appartenance à la France qui est moins fort parce qu'il y a une impression de rejet ou de vivre dans un îlot ou au sein d'une communauté en France, mais sans qu'il y ait de communauté de destin. Et je pense que voilà, ce que disent souvent les gens, c'est on a déjà du mal à intégrer des personnes qui sont déjà là. Et est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir encore de nouvelles arrivées? Bakary Sako, sur la question justement de l'intégration, vous êtes né en France, vos parents étaient immigrés. Est-ce que la question, vous avez l'impression qu'elle se pose encore pour vous, en tout cas qu'on vous oblige à vous la poser? À un moment donné, dans le livre, vous dites quand même, voilà, nous, noirs en France, oui, on est français parce qu'on a des papiers, oui, on est français parce qu'on est né dans ce pays et qu'on y habite, mais est-ce qu'on se sent vraiment français? Et là, vous laissez un petit peu la question en suspens, d'ailleurs. Exact, parce que on est trop souvent dans la réaction à cette question, au lieu d'affirmer simplement et clairement que nous sommes des Africains et des Français, parce que nous avons placé le plus clair de notre temps ici, et je parle même pas de moi, je suis né ici, donc à la limite c'est très clair, je n'ai passé que 6 mois en Afrique, mais mon père, qui est arrivé ici à 20 ans, qui en a 65, faites le calcul, 20 ans, 65 ans, il a passé le plus clair de son temps en France, il est français, il connaît mieux la France que son pays d'origine, ce qu'il a d'attache de son pays d'origine, c'est d'être né là-bas et d'avoir nourri la culture là-bas, donc la langue, mais le reste, c'est un Français, la preuve, il est à la retraite aujourd'hui. Il part au pays, il reste 1 an et demi, il revient. Il ne peut pas rester définitivement dans son pays d'origine. Il est tellement habitué à cet environnement. Et donc, la chose qui me fait un petit peu peur, c'est dans le beaucoup, par exemple, quand on dit beaucoup de jeunes ne se sentent pas français, le beaucoup me fait peur. Qui sont ces beaucoup? D'où viennent ces chiffres? En réalité, encore une fois, c'est une réaction. Les gens, nous nous sentons français, mais on nous renvoie constamment autre chose. Tout le temps. Par exemple, que je sois noir, c'est un fait. Il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas me catégoriser par rapport à ça. On doit plutôt me situer par rapport à ma profession, par rapport à mon activité, mes études, une culture, une religion, mais pas par rapport à une couleur de peau. Sidi Magassa, est-ce que c'est un peu décourageant finalement ce que vous entendez là pour l'instant? Je précise d'ailleurs que Louison nous a déjà fait un premier dessin. Louison, on peut peut-être le décrire. Alors vous faites une espèce de portrait de profil de la France. Alors, même pas de profil parce qu'elle est de profil la France si on regarde bien. Ah oui, et donc je m'interroge sur le fait que est-ce qu'elle fait encore rêver? Et elle répond avec un air un peu blasé, avec une gueule pareille. C'est pas étonnant. C'est vrai qu'elle est pas très belle, hein, votre France. Non, là, elle est un petit peu que vous l'avez décidé. Sidi Magassa, pardonnez-moi. C'est vrai, ça fait depuis 6 ans que je suis là. Des fois, les propos qu'on attend à la bouche des politiciens et d'autres gens, ça fait peur.
Mais ces pères, je les vois pas en réalité. Quand on dit que ceux qui sont sur place, donc ils ne se sentaient pas français. Moi qui est là depuis 6 ans, moi, des fois, je suis plus attaché à la France qu'au Mali. Donc, il y a plein de choses que, quand je suis allé au Mali, il y a 2 mois, moi j'étais au Mali. Donc, les gens m'appellent parisien parce que quand je dis je suis là, c'est pas bon, on fait comme ça, on fait comme ça. Les gens me sentiraient français. Quand je suis là, et là, ils me traitent autrement. Donc ça, on sait pas. Des fois, quand tu t'immigres, des fois tu arrives à un moment que tu sais pas où tu trouves quoi. Tu t'es ballotagé. Donc ça fait peur. Donc moi qui est là, il y a pas très longtemps, moi je me dis les Français qui sont nés ici depuis très longtemps, ils n'ont pas senti comme Français. Moi qui viens d'arriver, qu'est-ce que j'ai à faire ici en fait. Virginie Guiraudon. Moi, je trouve que les témoignages sont assez parlants. En France, on refuse, comme l'a bien expliqué la représentante des Républicains, Madeleine de Gessé, que on est. Alors elle dit, on parle de l'accueil ce soir, mais en fait, on n'accepte pas que les gens aient 2 communautés. Bien sûr que c'est pas parce qu'on quitte le Mali qu'on n'a pas de connaissances de Mali en France. Et à la fin, on sait, comme disait Sayad, qui est un très très grand ami de Bourdieu, on est sur France Culture, on a le droit de dire ce nom. On peut même le dire ailleurs, hein, j'espère quand même. Ouais, non, mais on parlait de la double absence, c'est-à-dire qu'on n'est plus ni malien ni français. On se retrouve dans une situation compliquée quand on est immigré. Mais en France, on n'a même pas le droit de dire j'appartiens encore à la communauté malienne. J'ai le droit d'être aidé par des amis de la famille de la communauté. Dans tous les pays que j'étudie, que ça soit en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays de l'OCDE, je vous parle même en Afrique du Sud, quand les gens arrivent dans un pays, bien sûr qu'ils sont aidés par leur communauté. Et en France, l'accueil, c'est devenu, depuis Sarkozy en particulier, mais même avant, uniquement, c'est l'État qui vous fait signer un contrat. Mais on sait que ça ne reflète pas la réalité. Enfin, attendez, Virginie Guiraudon, il y a pas que Sarkozy qui a changé ça. On est aussi dans un pays qui a érigé en modèle absolu le modèle d'intégration républicaine qui n'existe peut-être pas dans les autres pays. Est-ce que c'est peut-être aussi de ça dont on est prisonnier aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir fait croire que la France était capable de transcender toutes les différences. C'est un petit peu ça aussi le modèle d'intégration républicaine. Non, Sarkozy, il a juste contractualisé. C'est le fameux contrat d'accueil et d'intégration. Bien sûr, ça date des années 90, où le Haut Conseil à l'intégration, donc bien avant Sarkozy, a dit, voilà, en France, on est un individu qui s'intègre à, on va dire, excusez-moi, le borborigme qui s'intègre à la société française. Dans la réalité, on va à l'école, on a un travail, on connaît des gens. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a fait rêver à l'étranger parce qu'il n'était ni assimilation ni multiculturalisme, mais qui ne veut rien dire en soi. Les gens ont besoin évidemment de contacts, d'amis, de communautés pour s'intégrer. Madeleine de Gessé, vous qui faites partie des Républicains, donc qui revendiquez justement cet attachement au modèle républicain, ce qui ne veut pas dire, on ne va pas faire le débat, que les autres partis le revendiquent pas. Bon bref, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que voilà, ce modèle a peut-être été un petit peu surdimensionné, en tout cas qu'il ne fonctionne pas correctement aujourd'hui, si jamais il a fonctionné correctement? Oui, je suis désolée, mais quand on voit voilà, moi il se trouve que je suis prof, que j'ai beaucoup de collègues profs, notamment des jeunes donc, qui sont dans des zones urbaines sensibles, en ZEP, et je suis navrée, mais ils me disent tous qu'ils ont eu beaucoup de mal pour, après les événements du 7 janvier, qu'il y a eu des discussions dans lesquelles beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se sentent pas français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont privés de repères parce que à l'école, on ne leur a pas transmis ces repères, cette identité, cette appartenance à une histoire, à un pays, et qu'ils se sentent paumés et ils ont besoin de cadres, de structures, de repères qu'ils ne trouvent plus à l'école parce qu'on n'arrive plus à les faire adhérer et à leur faire aimer la France. Donc ils ont été mal accueillis. Et du coup, ah non mais je dis pas évidemment, et du coup ils vont trouver ces repères ailleurs et notamment dans des structures très exigeantes et malheureusement ça peut être parfois des sectes et notamment des sectes djihadistes et ça je suis navrée mais c'est des témoignages de collègues qui l'observent au quotidien et ils ont été mal accueillis. Il s'agit encore une fois très souvent de descendants d'immigrés, mal accueillis à l'école.
Non, je dirais pas mal accueillis à l'école. Le problème, c'est qu'on les a, et vous l'évoquiez, on les a concentrés. Il y a un phénomène de concentration urbaine, c'est-à-dire qu'on les concentre dans les mêmes endroits. Et j'aimerais d'ailleurs citer le maire du Blanc-Ménil dans le 93, et il évoquait, il disait pourquoi il n'accueillerait pas de réfugiés dans sa ville. Et il disait il faut être conscient que dans les écoles du centre-ville, certaines classes comptent déjà dans leurs effectifs plus de la moitié d'enfants ne parlant pas du tout la langue française, ce qui réduit presque à néant les chances de réussite scolaire des Blancs-Mélinois scolarisés dans ces établissements et pour lesquels l'éducation nationale représente la seule chance de réussite sociale. On est d'accord sur la ségrégation scolaire. J'aimerais bien savoir ce que votre parti propose là-dessus. Attendez, je voudrais aussi moi qu'on entende nos autres invités, notamment Bakary Sako et Sidi Magassa. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là en ce moment, Bakary Sako, notamment d'ailleurs sur la question des repères, des jeunes en mal de repères. Vous, c'est quelque chose qui est très présent dans votre livre, mais ce sont peut-être pas les repères auxquels pense Madeleine de Gessé. Dites notamment que c'est important de connaître son histoire et que vous, ça vous a aidé à vous construire, c'est-à-dire de connaître votre histoire en tant que Français, mais aussi en tant que fils d'immigrés. Mais j'ai un exemple très simple, moi. Je ne vais pas rentrer dans des rhétoriques ou dans un débat plutôt stérile. Je préfère dire, vous savez, on est arrivé ici tout à l'heure, on a été accueillis. On arrive à Radio France, on est accueillis. Et on nous présente les locaux, qui est qui, comment est-ce que ça fonctionne. Et dans une entreprise, c'est ce que je donne comme exemple dans mon livre, qu'on soit noir ou blanc, les immigrés, les sans-papiers aujourd'hui, qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent dans l'immobilier, donc dans le BTP, sont des sans-papiers. Ils travaillent et les patrons les intègrent à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu arrives, tu as une tenue de sécurité à porter, tu as une mission à accomplir et on t'intègre. Tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. L'intégration, dans un intérêt économique, elle fonctionne. Dans un intérêt de projet commun, elle ne fonctionne plus. Mais de qui vient-elle? Vous savez, moi je compare toujours la France à une voiture de luxe, d'accord? Ce n'est pas parce que le pilote est mauvais que ça décrédibilise le véhicule. Le véhicule est opérationnel, le véhicule est bon. Il roule correctement. Mais il y a un mauvais pilote au volant. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on tire aujourd'hui les immigrés là où ça nous arrange. Je vous dis, je viens du 10e arrondissement, je suis de la communauté africaine, je peux vous donner des centaines de noms. On voit dans un foyer Sonacotra, les gens vont s'arrêter de travailler si jamais on devait pointer du doigt qui a des papiers et qui n'en a pas. Presque même des grosses sociétés françaises ne marcheraient plus. Sur le 19e, on a eu un projet de réhabilitation. Curial-Cambrai, 55 millions d'euros d'investissement pour réhabiliter le quartier. Je suis gardien d'immeuble. La plupart des gens qui travaillaient sur ce site étaient des sans-papiers. Sur le travaux du tramway, donc sur tout le nord-est parisien, les gens sont sans papier. Et pourtant, on les a intégrés. Ce sont des gens, voire même certains me disaient qu'ils payent des impôts. Mais ils n'ont pas derrière de fiches de paye. Ça, c'est incroyable. Et c'est sur ça qu'en réalité, il faut réfléchir. C'est sur qui pilote aujourd'hui la politique d'intégration en France. Alors, je voudrais faire réagir Sidi Magassa, parce que vous avez cette expérience de sans-papier. Vous êtes resté pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, vous avez travaillé. Ouais. Quand je suis arrivé en France, après seulement 3 semaines, j'ai eu un boulot. Et après 2 ou 3 mois, mon patron m'a donné CDI. Donc pendant 3... Vous faisiez quoi? Je suis peintre en bâtiment. Au début, j'étais manœuvre dans ces entreprises des bâtiments et j'ai appris à faire la peinture. Et aujourd'hui, je suis peintre. Donc pendant ces 4 ans-là, je payais mes impôts. Et puis que j'ai commencé, chaque année, je payais un impôt. On était 3 à travailler sur un seul papier. Donc on avait un impôt à payer chaque année de 10 000 euros. 10 200 quelque chose. J'ai un papier là aussi qu'on a payé pour 2014. On a payé ça pendant 4 ans. Et les impôts savent qu'on était 3. On était 3 à travailler avec. Mais le système qu'on a demandé... Sur les mêmes papiers, vous étiez 3 à travailler aussi. D'accord. Mais on travaillait 10 000 euros chaque année pour un vue d'imposition. Donc, quand tu vois, à un moment donné, ils disent que tu n'as pas le droit à travailler, et quand tu te présentes avec tous ces fiches de paye, et si jamais tu n'as pas un autre patron ne voulait pas t'aider, il ne te régularisait pas. Donc, moi, je trouve que ces lois est très, trop compliquées. Accès à droit de travail, c'est vraiment fermé pour nous les immigrés. Virginie Guiraudon et Madeleine de Gessé, là on est vraiment face à des témoignages qui sont très intéressants par rapport à une forme de double discours, c'est-à-dire en gros l'intégration économique
même avec des personnes qui n'ont pas de papier, ça peut fonctionner. Mais quand il s'agit de passer à l'étape d'après, qui serait une intégration plus, je sais pas comment on peut dire, plus citoyenne, disons, c'est là que ça commence à bloquer, Virginie Guiraudon? Alors, ça existe depuis très longtemps. Donc, en 45, on établit un système qui doit marcher. On crée l'ONI, qui va devenir l'OMI, qui maintenant s'appelle encore l'OFI, donc ça a changé, qui doit accueillir les travailleurs. Très vite, les patrons trouvent que ça va pas assez vite. Donc, en fait, les gens arrivent sans papier, ils sont régularisés après, parce que les chefs d'entreprise, on est en pleine croissance après-guerre, les fameuses 30 glorieuses. Donc, les gens sont régularisés, c'est parce que ça va pas assez vite. Après, on se retrouve dans une situation où il y a quand même beaucoup de secteurs très connus en France. La restauration, la confection, on est connu pour faire des vêtements, avoir des bons restaurants. Comme par hasard, c'est là où effectivement il y a un marché noir. Et là, ça ne gêne personne. Donc en France, on est très doué pour avoir des sans-papiers qu'on met de plus en plus de temps à régulariser. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que par contre, on n'a pas cette tradition d'asile. Là, on va voir arriver des gens qui ne sont pas dans ce circuit, j'ai envie de dire, de débrouille, qui vont arriver en disant, moi, je suis un médecin en Syrie. On va leur dire, ben non, toi, tu vas travailler dans le bâtiment, tu vas être manœuvre, et qui va dire, Donc là, je pense qu'on a un vrai problème, parce que ce qu'on a réussi à faire depuis 1945, c'est vraiment par le bas de dire, débrouille-toi, travaille dans le bâtiment, et au bout de 6 ans, tu auras des papiers. Eh bien, est-ce que c'est pas la meilleure façon de faire de l'intégration? Parce que si on prend l'autre manière en regardant un petit peu les CV des personnes qui arrivent, c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. On se souvient qu'à une époque, justement, c'était porté par Nicolas Sarkozy. C'est quelque chose qui a été énormément critiqué. Mais ça n'a pas marché. Il n'a jamais réussi ni Hortefeux, ils n'ont jamais réussi à trouver des immigrés qualifiés. C'est le titre de votre émission. Les gens ne vont pas en France. Ils vont dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis. Personne ne veut venir en France. Madeleine de Gessé? Je suis d'accord pour dire qu'il y a effectivement une grande hypocrisie dans les systèmes qu'on a évoqués, c'est sûr. Et il y a une idée assez répandue en France qu'on entend souvent de gens qui disent ces gens-là vont nous prendre notre travail. En réalité, bien souvent, les migrants économiques prennent des emplois que les Français dont les Français ne veulent pas ou dans lesquels il y a plus d'effectifs, si vous voulez. Pour autant, moi, je suis favorable à une immigration choisie. Elle a échoué, vous avez dit. Je pense qu'il serait possible à nouveau de la mettre en œuvre, et même pas possible, ce serait nécessaire, parce que quand on voit le nombre de demandeurs d'asile actuellement, je pense qu'il serait bon. Qui est assez faible en France, enfin en tout cas par rapport à d'autres pays. Peine à les faire venir en France. Qui est assez faible 2014, en France, mais qui ça est baisse en énorme France, Europe. alors que ça augmente beaucoup dans d'autres pays européens. Qui est énorme en Europe, et on sait qu'il va y avoir une répartition entre les pays. Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question de diminuer aussi l'immigration économique pour pouvoir intégrer sur le marché de l'emploi ces réfugiés. Quel accueil pour les réfugiés en France? Ils sont 2 Français, alors des Français typiques, Louison, chacun un béret sur la tête. Un peu là, c'est pas les Dupont et Dupont, c'est les Ducon et Ducon, mais j'avoue, comme on est face à des clichés parfois qui sont tellement énormes, autant les retourner contre ceux qui les prononcent. J'ai effectivement fait deux Français bien bidochons. Et donc le premier a un t-shirt sur lequel il y a écrit la France, tu la quittes, ou, et l'autre a écrit tu la quittes. Voilà, comme ça le choix est assez limité. Bakary Sacco, je reviens à votre livre, vous évoquez plein de choses, et vous évoquez notamment ce qui s'est passé il y a quasiment 10 ans. Ce qu'on appelait les émeutes urbaines. Alors, je ne sais pas quel sera le qualificatif qu'on donnera 10 ans après. Ce sera peut-être un petit peu plus subtil la façon de lire. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a 10 ans, en octobre, suite à la mort de 2 adolescents, il y a un certain nombre de quartiers qui se révoltent. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être plus le terme qui vous conviendrait vous. Je ne sais pas si vous y avez vu une forme de révolte politique. Et j'étais étonné de voir le parallèle que vous faisiez entre cette révolte-là et celle de mai 68, en disant, voilà, les gens qui se sont révoltés en mai 68, ils ont réussi à trouver leur place dans la société, puis plutôt bien. Par contre, cette révolte-là d'il y a 10 ans, elle n'a rien donné. En gros, on est toujours resté sur le bord du chemin. Exact, parce qu'en mai 68, les gens, la jeunesse qui a manifesté en mai 68, elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait. Donc c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est que la jeunesse qui s'est soulevée et même pas
parce qu'elle avait pensé le soulèvement. C'est dû à un drame. Elle se soulève, mais elle ne sait pas qui elle est vraiment, mais surtout au-delà de ne pas savoir qui elle ne sait pas ce qu'elle veut. On ne savait pas, je vais me mettre dans le lot, nous ne savions pas ce que nous voulions à ce moment-là et précisément. Et c'est ça qui a été le grand malheur. Donc que l'on dise révolte ou émeute, c'est pas grave, ça va juste dépendre de quoi on parle exactement. Émeute, parce qu'effectivement, il s'est passé des choses très graves sur le territoire, mais révolte, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de se faire entendre en disant, bon voilà, nous avons des choses à proposer, mais personne ne voulait entendre ça. Personne ne voulait entendre des Français, originaires d'ailleurs ou pas, mais avec un projet politique français, un projet pour l'ensemble du pays. Et c'est ça qu'on ne voulait pas entendre. Et le grand malheur, il est là, il n'est pas ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on voulait pas l'entendre, ou est-ce que c'est parce que peut-être que ces mouvements-là n'ont pas réussi non plus à se structurer de manière suffisamment solide et pérenne pour être entendus? Non, on ne voulait pas l'entendre parce que des gens ont été invités. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats, mais à la fin, la conclusion de tout ça, c'était de prendre par exemple un Harry Roselmack, de le mettre à la télévision comme si c'était un problème de représentation de la communauté par exemple afro-caribéenne à la télévision. Ce n'est pas ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de déconstruire par exemple tout ce qui a été fait sur la ghettoisation de certains quartiers, sur de mettre en marge à un moment donné des individus par rapport à d'autres. Et je vous donne un phénomène très simple qui s'est passé en 2005, c'est que 2 enfants sont morts, d'une mort très tragique. Au lieu que le pays se rassemble, donc le président de l'époque, ministre ou président de l'époque, Nicolas Sarkozy, au lieu de rassembler le pays en disant « nous avons perdu 2 de nos enfants », on est sur des discours de jeunes de quartier, d'immigrés, de délinquance. On a perdu 2 jeunes, on a perdu 2 enfants, donc le pays se rassemble derrière ces enfants-là. Et ensuite, on verra ce qu'il s'est passé. Mais là, on a voulu créer une scission, une différence entre les gens qui viennent de ces endroits-là et ceux d'ailleurs. Virginie Guiraudon, est-ce que ça veut dire que en France, la façon dont on considère l'intégration, je ne sais pas d'ailleurs si ce mot intégration se traduit dans beaucoup de langues, mais est-ce que on la considère avant tout comme un procédé unilatéral, c'est-à-dire c'est à ceux qui arrivent ou aux enfants de ceux qui sont arrivés de faire les efforts, mais que ça ne se passe pas dans les 2 sens? Oui, alors, il faut savoir que dans tous les rapports du Haut Conseil d'intégration et maintenant dans la loi de 2006, donc qui instaure ce fameux contrat, c'est l'immigré qui doit faire plus d'efforts que le pays d'accueil. C'est répété, alors qu'au niveau européen, on a repris effectivement le modèle français, où là, le contrat est à 2 sens. Un contrat, chacun signe. Donc en France, on est resté à un niveau vraiment où c'est l'immigré qui doit faire des efforts. Donc c'est un contrat à un sens, c'est pas vraiment un contrat. Enfin, par ailleurs, je voudrais quand même rebondir sur les émeutes ou le soulèvement de 2005. Nous, on a fait des recherches grâce à l'Agence nationale de la recherche après le 11 janvier. Je pense que vraiment, on a aussi très mal réagi au niveau de l'État et du gouvernement. Alors tout le monde a dit que c'était formidable, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent stigmatisés comme étant tout à coup, on est musulman donc on est responsable. Je pense qu'on se prépare à de nouvelles émeutes si on n'est pas capable de traiter les gens comme étant des Français. Et on parle de gens qui ne sont même pas de la 2e génération, on parle de 3e génération. Donc nous, on va sur le terrain en banlieue parisienne, les enfants, mais même les gens qui ont 40 ans, se sentent abandonnés. Donc je pense qu'on n'est pas à la fin de 2005, à force de toujours répéter que les gens doivent s'intégrer, alors que c'est leurs grands-parents qui sont venus en France. Il y a un moment où c'est plus audible, et on le voit dans les entretiens, les gens sont très désespérés. Voilà, je précise d'ailleurs qu'on aura l'occasion, bien entendu, de revenir sur France Culture sur ce 10e anniversaire, sur la question des efforts à fournir, Madeleine de Gessé et Sidi Magassa. Madeleine de Gessé, vous, dans la tribune du Figaro, toujours si je vous ai bien compris, vous dites quand même qu'il y a des efforts à fournir. Alors je vais essayer de retrouver l'extrait de votre tribune. Voilà, accueillir est un mot qui a du poids, il signifie bien plus que laisser entrer à long terme, il signifie intégrer. Or, seule une communauté à l'identité clairement définie peut en intégrer une autre, certainement pas un État qui entasse ses nouveaux arrivants dans les mêmes cités. Mais en gros, vous dites, c'est d'abord l'identité du pays d'accueil qui doit être le référent pour tous ceux qui arrivent. Oui, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que quand on voit les arrivants, ils arrivent avec une culture forte, avec des codes d'origine forts. Or nous,
on a une identité qui est faible en fait. On a une identité qui est faible parce que on n'est pas trop capable de définir aujourd'hui ce qu'est être français. On a un rapport à notre identité qui est très complexé, qui est dans la culpabilisation permanente. Donc forcément, ça fait pas envie. Et moi, je le vois très clairement à travers, et ça se joue à l'école, à travers la manière qu'on a d'enseigner l'histoire. C'est parce qu'on a une identité faible qu'il y aurait des problèmes d'intégration, parce que peut-être que cette identité pas suffisamment affirmée donnerait pas envie à ceux qui sont en mesure d'être intégrés de le faire. Oui, parce que je vais vous prendre un exemple. Vous comprendrez bien que ça relève de la fiction. Je suis membre du Parti socialiste. Je veux faire adhérer quelqu'un au Parti socialiste, mettons. Si il me demande, très bien, mais c'est quoi le Parti socialiste? Alors je lui dis, le Parti socialiste, je sais pas trop. Pourquoi vous n'avez pas pris l'exemple avec les Républicains? Ça fonctionne pas. Je sais juste que c'est pas top. Forcément, la personne en face de vous, elle va pas adhérer. C'est la même chose avec la France. On sait pas trop qui on est et on demande à des personnes de devenir français alors qu'on ne sait pas trop nous-mêmes qui nous sommes, où nous allons et on est dans le dénigrement un peu de notre identité française. Forcément, elles vont revenir à leur code et culture d'origine. Sidi Magassa, puisque vous êtes le seul non français autour de cette table, est-ce que vous avez l'impression justement que les Français ne savent pas qui ils sont? Moi, je pense que je partage pas la même chose que vous venez de dire, parce que quand tu dis qu'on n'a pas une identité forte, la France a une identité très très forte. Quand il y a un extérieur de France que tu peux connaître ses valeurs, parce que quand identité française, la langue française peut partir de l'identité de la France, et la tenue vestimentaire de la France peut partir de l'identité française. Regarde les pays que la France l'a colonisé ou d'autres pays, ils s'habillent en européen. Mais à l'extérieur, et à l'intérieur. Même s'ils sont là, ils s'habillent pareil. Et je pense que ce qui arrive aussi, intégration, ça veut pas dire renoncer ton culture. Donc, ça veut dire tolérer, être humain avec ton partenaire. Là où tu es, tu es obligé, tu peux pas venir dans un pays et créer un autre droit. Tu es obligé de respecter les droits de ces pays. Oui, mais malheureusement, dans certaines zones sensibles, justement, ce droit est pas respecté et les codes sont autres et l'autorité est autre et ce sont des zones où les pompiers ou la police. Quand vous dites ce droit n'est pas respecté, ce droit n'est pas respecté par les gens qui y vivent ou le droit n'est pas respecté par ceux qui font, qui maintiennent l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vivent dans ces endroits et qui considèrent qu'ils n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Je fais allusion aux caïds dans ces cités, je fais allusion à certains chefs religieux, qui développent leurs propres codes et où on n'est pas du tout dans les codes républicains ou des valeurs de la République. Sidi Magassa. Ouais. Tu sais, la République a sa part, la religion a sa part. Donc même quand ils pratiquent la religion à la lieu culte. Mais il peut pas, quand tu es dans les populations ou dans les circulations, tu es obligé de te vivre comme tous les citoyens. Tu peux pas faire. Idéalement, oui. Ouais. Idéalement, oui. Virginie Guiraudon. De choses complètement différentes. Là, les caïds, etc. Ces gens-là ne viennent pas d'arriver en France. On parle donc on mélange tout, des deuxième, troisième générations dans les quartiers qui ont des difficultés. Je me permets de couper. Ce que je voulais dire, les caïds des cités sont des caïds français. Ce sont des racailles françaises. Ce sont là, des dealers français. Je suis désolée. C'est pas des caïds des États-Unis. Excusez-moi, mais vraiment, moi je crois qu'on n'est pas dans le même sujet. Ouais. Là, je crois qu'on rentre dans des caricatures comme ça trop faciles. N'importe quoi. D'accord, dans les quartiers, il y a bien sûr, ils sont là, ils existent, mais s'il vous plaît, venez faire une enquête dans un quartier, regardez qui vend et regardez qui achète. Juste poser une caméra, regardez le visage, le type, les individus qui viennent acheter et ceux qui sont là pour vendre. Et vous verrez tout ça, ce ne sont que des Français. Oui, juste un mot, très brièvement, parce qu'on est à la fin de la discussion. Je suis d'accord, mais on parlait d'identité et du fait que l'identité française était forte. Et je vous dis juste que dans certains quartiers, l'identité française n'est plus forte du tout. Bon, je vous avais dit que ça serait une discussion qu'on était loin d'épuiser. On aura l'occasion de reparler de ces sujets. Je voulais en tout cas vous remercier tous les 5. J'allais oublier Louison. Contrôle d'identité pour Léonard de Vinci. Parce que voilà, vous avez dit que vous étiez peintre et donc je l'ai pris au premier degré. Donc j'ai mis Léonard en train de faire sa Joconde et on lui demande ses papiers. Parce qu'évidemment la France c'est aussi la richesse de l'étranger, de ce qu'il nous apporte.
Et ben le 4e dessin, vous savez quoi, on le mettra sur le site. Je voudrais quand même pas qu'on se quitte avant d'avoir donné rendez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs pour écouter la radio des foyers. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie d'être bénévole au sein de cette association, la radio des foyers, ils seront présents les 26 et 27 septembre sur Radio Climat, qui est la radio du village alternatif. J'imagine que c'est à Paris. Oui, c'est dans Paris. Sidi Magassa. Et puis le 4 octobre aussi, on a une journée d'automne. Et on a invité tout le monde qui peut venir pour partager ces journées avec nous. Voilà, de toute manière, on met les liens sur notre site. On mettra évidemment le livre de Bakary Sako, Je suis, aux éditions Face Cachée. Merci beaucoup à tous, à toute l'équipe du Grain.